Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc, écrivons maintenant le principe fondamental de la dynamique, mais en utilisant le temps coordonné. Donc, nous avons petit f égale m du sur d taux, et donc en fonction du temps coordonné, c'est m du sur dt fois gamma. Et si on prend la composante temporelle, pour les composantes spatiales, on retombe sur ce que nous avons déjà vu. Pour la composante temporelle, on trouve que F0 est égal à M gamma du0 sur dt, c'est-à-dire que, en utilisant les valeurs que nous avons vues, gamma sur C, F, grand F, V, des valeurs classiques, égale M gamma fois dmc gamma sur dt. Soit encore dmc carré gamma est égal à f v dt. Ça, c'est le travail exercé par la force au cours d'un petit intervalle de temps, et donc ceci doit être la variation de l'énergie. On en déduit que l'énergie totale est donnée par mc carré gamma plus une certaine constante, puisqu'on a une dérivée, une différentielle, plus une certaine constante qu'on doit déterminer. Alors, plus loin, nous verrons que cette constante est égale à 0. Donc ici, on va la supprimer. On verra pourquoi après. L'énergie cinétique doit être 0 au repos. Donc on doit avoir que l'énergie cinétique, c'est mc carré gamma moins 1. Ainsi que gamma tend vers 1, l'énergie cinétique tend vers 0. Et l'énergie totale est donc l'énergie cinétique plus mc carré plus éventuellement l'énergie potentielle, une certaine énergie potentielle. On en tire aussi de ces relations que petit p0, l'impulsion, la quantité de mouvement, est égale à mc gamma égale E sur C. Et l'impulsion étant donnée par P égale MU, petit p égale MU, on en tire que P carré égale petit p carré égale M carré U carré, soit moins MC carré, M carré C carré. Et donc, petit p au carré égale l'impulsion classique au carré, grand P au carré, moins E carré sur C carré. Et enfin, cela donne E carré égale M carré C 4 plus grand P carré C carré. Ceci est certainement la forme la plus générale pour un objet, une particule par exemple, pour son énergie et son impulsion, la relation entre les deux. Souvent, beaucoup d'amateurs croient que la relation fondamentale est E mc carré. En fait, c'est cette relation-là qui est la plus fondamentale, la plus générale. Notons que puisque petit p est un quadrivecteur, il est invariant, et donc a également sa norme. Donc elle ne dépend pas du référentiel considéré. Et selon le principe fondamental de la dynamique, c'est aussi, pour un système isolé, une quantité conservée. P carré égale moins mc carré, et donc la masse est également invariante et conservée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir, parce qu'il y avait l'ancienne convention, du temps d'Einstein d'ailleurs, de la masse relativiste, qui augmente avec la vitesse, qui n'est donc pas une quantité invariante.
En fait, elle est équivalente à l'énergie à C carré près. Et donc, elle n'est pas très utile et introduit des confusions. Et est aussi moins utile dans certains domaines théoriques. Donc, on préfère, de toute façon, le physicien préfère les quantités invariantes. Donc, on utilise la masse telle que nous l'avons utilisée ici, qui est donc une quantité invariante et conservée. Cela implique aussi que l'énergie totale est conservée. Mais notons qu'elle n'est pas invariante. C'est une des composantes du quadrivecteur impulsion, et donc elle n'est pas invariante. Considérons le cas au repos. Dans ce cas, l'impulsion classique égale 0, et donc on trouve E égale mc carré. Relation archi connue s'il en est. Cette relation n'est donc valable que pour un objet au repos. Il faut bien le retenir, ça. C'est une erreur qui est souvent commise. C'est au repos qu'on a cette relation-là. Notons que cette énergie, elle est considérable. 1 gramme de matière correspond à 90 000 milliards de joules. C'est énorme. C'est plus qu'une bombe atomique. C'est colossal. C'est donc une prédiction totalement non triviale de la relativité restreinte qui dit que la matière, au repos, contient potentiellement une énergie considérable. De plus, elle dit qu'au repos, l'énergie totale, on ne peut pas la poser égale à 0. Il y a une échelle naturelle d'énergie qui correspond à l'énergie propre, l'énergie contenue dans la matière. Mais peut-on mesurer ça? Parce que ça paraît un peu abstrait, ça. On a de la matière, comment la mesurer? Comment mesurer son énergie au repos? Il semble un peu illusoire de pouvoir détruire la matière afin de récupérer l'énergie. En fait, c'est possible. En physique des particules, on a les antiparticules. Lorsqu'elles s'annihilent, les particules, les antiparticules de même nature s'annihilent en produisant des particules plus légères. Et en particulier, l'électron, le positron, qui peuvent pas se désintégrer en particules plus légères, c'est les plus légères, se désintègrent, s'annihilent en formant des photons, des rayons gamma, d'énergie bien précise, qui est tout à fait donnée par cette relation. Et donc, c'est très bien vérifié par l'expérience. Considérons également le cas où la particule n'a pas de masse. C'est le cas de la lumière. La lumière n'a pas de masse. Dans ce cas, la relation E égale mc carré gamma, ici, est indéterminée, parce que la masse égale 0, et pour une particule, alors la vitesse de la lumière va à la vitesse de la lumière, gamma tend vers l'infini. On obtient 0 fois l'infini, cette relation n'est pas utilisable. Par contre, on peut utiliser la relation générale. On obtient alors E égale PC. Grand P, c'est l'impulsion classique. Et ça, c'est facilement mesurable. On peut mesurer facilement avec des instruments l'impulsion transportée par la lumière, la quantité de mouvement. Et, de plus, la théorie électromagnétique de Maxwell prédit qu'une onde électromagnétique a une certaine énergie, mais également une certaine impulsion, qui est tout à fait conforme à cette relation. Ce qui est quand même réconfortant de trouver ça. Passons maintenant au changement de repère. Quand on effectue des changements de repère, comment se transforment les différentes grandeurs? Alors là, le formalisme des quadrivecteurs est très utile, parce que tous les quadrivecteurs se transforment de la même manière. Donc on peut facilement trouver les lois de transformation des différentes grandeurs. On sait que pour les coordonnées, on a gamma x'1 égale gamma x1 moins v sur c x0. Ici, je tiens compte de la définition qui dit que x0, c'est c fois le temps coordonné. On a x'1 égale x'2, x1, pardon. x'2 est égal à x2, et il reste
x'0 égale gamma fois x0 moins v sur c x1. Remarquez la belle symétrie sous cette formulation. De même, pour le quatrième vecteur, impulsion P, on obtient exactement les mêmes relations pour les composantes. Si on note gamma en majuscule correspondant à la vitesse v du repère, pour ne pas le confondre avec la vitesse v de la particule dans le repère, on obtient que l'impulsion classique P'1 devient gamma P1 moins V sur C carré E et E' égale E moins VP1. Ici, V sont les vitesses des référentiels par la vitesse de la particule. Et P sont les impulsions classiques. Revenons-en au point que nous avions laissé en suspens. La constante ici. Est-ce qu'elle pourrait être différente de 0? Certains amateurs parfois se disent, mais tiens, pourquoi MC carré? Pourquoi pas autre chose? En fait, c'est une conséquence de la théorie. Nous le voyons. Nous n'avons pas postulé que cette énergie devait avoir cette forme-là. Ou celle-là. Celle-là, c'est une déduction. Toujours est-il que il faudrait quand même vérifier que cette constante est bien égale à 0. Alors, c'est assez facile. Parce que si on suppose que cette constante est non nulle, cela modifie les règles pour la transformation. Et ce qu'on obtient, c'est que P'1, l'impulsion classique, égale P1 moins MV moins V grand C sur C carré. Attention, grand C et petit c pour la vitesse de la lumière. Hein. Et donc, MV', MV'1 pour être exact, égale MV1 moins M grand V, la vitesse du repère, moins ce terme-là. Or, en physique classique, on a juste cela. On a juste ça. Et donc, la limite classique nous dit que pour retrouver les bonnes valeurs, dans le cas des faibles vitesses, les valeurs de la physique classique, on doit avoir grand C égale 0. Voilà pour les relations entre énergie, masse, impulsion. C'est pas très difficile. Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons à un cas différent. Ici, nous avons supposé un système, une particule par exemple, de masse M bien déterminée. Qu'en est-il quand on a un assemblage? Par exemple, un assemblage de particules pour former un noyau d'atome ou un atome. Comment se comporte alors la masse de l'ensemble? Quelle est la masse du système composite? Nous verrons ça bientôt. Je vous remercie.